Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un livre assez fascinant, voire dérangeant. Le vampirisme de Robert Amblin. Oui, un livre qui sort des sentiers battus. Carrément. Son idée centrale, c'est que le mythe du vampire, ça pourrait être plus qu'un mythe. Il relie ça à des traditions anciennes, des phénomènes... Oui, des expériences psychiques qui défieraient un peu les lois physiques connues. c'est ça. Et même à des faits biologiques, médicaux, assez troublants. Tout à fait. Notre bave, c'est donc ce livre, Le vampirisme de la légende au réel. Amblin, il essaie vraiment de tisser des liens. Contre quoi et quoi exactement? Entre le folklore, bien sûr, mais aussi des rapports officiels, surtout du XVIIIe siècle, des concepts comme le dédoublement, le corps astral, et puis ces anomalies autour de la mort. Les corps qui se conservent, ce genre de choses? Voilà. L'incorruptibilité de certains corps, ou même comment on définit la mort, finalement. L'idée, c'est d'aller voir si ces arguments tiennent la route, quoi. D'accord. Alors commençons par ça justement. Cette histoire d'état intermédiaire, entre la vie et la mort. C'est un des premiers points forts d'Ombellin, non? Oui, c'est central chez lui. Il s'appuie sur des cas historiques assez incroyables. Des corps retrouvés en parfait état, parfois des siècles après. Il donne des exemples précis? Oui, il parle d'une jeune romaine découverte en 1485, ou de saints comme Thérèse d'Avila, ou plus récemment le père Charbel Maklouf au Liban. Et qu'est-ce qu'on observait sur ces corps concrètement? Eh bien, les rapports parlent de souplesse des membres, parfois une chaleur résiduelle, du sang liquide qui suinte ou semble se renouveler, des choses qui défient notre compréhension habituelle de la décomposition. C'est fou. Et ça fait écho à des questions qu'on se pose encore aujourd'hui en médecine, sur la mort elle-même. Absolument. La définition légale de la mort, elle est de plus en plus débattue. On a des cas de réanimation après de longs arrêts cardiaques, les comas hyper prolongés. Il cite des exemples modernes aussi? Oui, il mentionne Paul Ballet, qui est resté 16 ans dans le coma. Il parle aussi des expériences comme celle du professeur Tarasov, en Russie, sur le sang de cadavre qui restait vivant des heures, ou même l'activité cérébrale qui peut persister un peu après l'arrêt du cœur. Donc Ambelin, lui, il va plus loin. Ces corps incorruptibles, c'était pas juste bizarre, c'était la preuve de quelque chose qui continue. C'est ça l'idée radicale. Une persistance tangible qui défiait déjà la notion classique de mort, bien avant nos technologies modernes. D'accord. C'est déjà assez vertigineux. Mais il ne s'arrête pas là. Il connecte ça à un autre concept encore plus étrange. Le double. Exactement. Le corps astral, le corps éthérique. L'idée qu'une sorte de conscience ou de second corps pourrait se détacher du corps physique. Et ça expliquerait quoi par rapport aux vampires? Pour Ambellin, ça pourrait être une clé pour comprendre comment un mort pourrait encore agir, interagir avec le monde des vivants. Il trouve des exemples de ça où? Dans des vieux grimoires, Pas seulement. Il pioche dans des textes anciens, oui. Saint Augustin, par exemple, raconte l'histoire d'un certain Prestintius qui rêve qu'il transporte des provisions et ces provisions apparaissent réellement chez lui. ah, oui. Et d'autres exemples Plutarque parle de bilocation. Et puis il y a beaucoup de récits de saints, comme saint Alphonse de Ligorie ou Maria Badgreda, qui seraient apparus à des milliers de kilomètres de leur monastère. L'idée, c'est que ce double pouvait voyager et agir. Et d'accord, ça, ce sont des récits religieux ou anciens, mais il parle aussi d'expériences plus scientifiques, ou en tout cas qui se voulaient comme telles. Oui, et c'est là que ça devient vraiment particulier. Il cite les travaux du colonel de Rochas, d'Hector d'Urville, du docteur Paul Gibier à la fin du 19e, début 20e. Et ils faisaient quoi, ces gens-là? Ils essayaient de provoquer ce dédoublement? C'est ça, avec des sujets en état d'hypnose profonde ou des médiums comme Usapia Palladino. Il tentait d'objectiver ce phénomène. Et ils ont observé des choses? Parce qu'un double qui agit sur la matière, ça paraît... L'un, si ce double peut avoir une action physique, même subtile, ça ouvre une porte pour expliquer comment un vampire pourrait interagir. Et tout ça, ces idées sur l'état post-mortem, sur le double, ça prend une couleur beaucoup plus sombre quand on arrive aux récits historiques de vampirisme qu'il compile. Ceux d'Europe centrale au XVIIIe siècle. Oui, là on est au cœur du sujet vampire tel qu'on l'imagine souvent. Les rapports de Hongrie, de Bohême, de Moravie, souvent compilés par Dom Calmet. Il y a des cas célèbres qu'il reprend. Bien sûr, le cas d'Arnold Paul, haïduc serbe, une sorte de milicien local, sa mort aurait déclenché toute une série de cas, une chaîne de contagion, ou le vieillard de Kisilova. Et les descriptions dans ces rapports, elles sont comment? Parce qu'on imagine des trucs assez gore. Elles sont très crues, oui. Ce sont des rapports de chirurgiens militaires comme Glaser, Flukinger, des gens pragmatiques, en théorie. Ils décrivent des corps exhumés, parfois longtemps après la mort. Et ils trouvent quoi? Des corps intacts,
comme gonflé, du sang frais, liquide, à la bouche, au nez, parfois aux oreilles, pas de rigidité cadavérique. Certains rapports disent même que le corps poussait un cri quand on lui enfonçait le pieu dans le cœur. Glauque. Carrément. Ça fait froid dans le dos, même aujourd'hui. Mais ce qui est le plus fou peut-être, c'est que c'était des enquêtes officielles. Pas juste des rumeurs de villageois. C'est un point essentiel qu'un Bolin met en avant. C'était des commissions envoyées par les autorités impériales autrichiennes, avec des médecins militaires, des fonctionnaires. Ils faisaient des exhumations comparatives parfois. Ils rédigeaient des procès-verbaux. Et ils ordonnaient les procédures. Le pieu, la décapitation, brûler le corps. Exactement. Des procédures quasi-judiciaires très codifiées. Et tout ça, comme tu le disais, en plein siècle des Lumières, à l'époque de Voltaire. Alors que la tendance était plutôt au rationalisme, à rejeter les superstitions. Voilà. Que des autorités aussi éclairées prennent ça au sérieux au point d'ordonner de telles actions, c'est ça qui interpelle. Ça suggère qu'ils étaient confrontés à quelque chose qui les dépassait, qu'ils interprétaient comme du vampirisme faute de mieux, peut-être. Bolin, il a une idée sur la nature de l'attaque elle-même. C'est juste boire du sang. Pas seulement. Il suggère que c'est peut-être plus une absorption d'énergie vitale, via le double, justement. Plus qu'une succion physique de sang, même si les marques pouvaient y faire penser. Il relie ça au cauchemar, aux sensations d'étouffement. Oui, et aux marques physiques qu'on pouvait retrouver sur les victimes présumées, comme des bleus, des stigmates, et bien sûr cette idée de contagion, que la victime devient vampire à son tour, la fameuse chaîne d'Arnold Paul. Et pour se protéger, il mentionne les trucs classiques. La haille, le crucifix. Il mentionne les méthodes radicales, pieu, feu, décapitation. L'ail, il le classe plutôt comme superstition populaire, mais évoque aussi d'autres protections possibles, issues de traditions ésotériques. Objets bénis, prières spécifiques, peut-être même certaines pierres comme l'héliotrope. Bon, si on essaye de faire une synthèse rapide de sa thèse. Humblin nous dit quoi, en gros? Que le vampire, c'est pas Dracula, mais... Mais peut-être une interprétation folklorique, un peu déformée, de phénomènes bien réels mais qu'on ne comprenait pas. Des anomalies post-mortem, cette histoire de double qui persiste et qui peut agir, et peut-être des capacités psychiques latentes. Il essaie de rationaliser le mythe, en quelque sorte, mais avec des concepts qui sont eux-mêmes assez ésotériques. C'est un peu ça. Il propose une lecture différente qui connecte des points entre folklore, histoire, parapsychologie et biologie. C'est une grille de lecture, disons. Et ça nous laisse avec quelle question, finalement? Si aussi, si on regarde toutes ces anomalies documentées autour de la mort, les corps qui se conservent bizarrement, les phénomènes étranges autour du dédoublement ou de la conscience, la frontière vie-mort qui bouge tout le temps en médecine, est-ce qu'une partie du mythe du vampire pourrait s'expliquer, non pas par la superstition pure, mais par des réalités biologiques ou psychiques qu'on commence à peine à effleurer, ou qui nous échappent encore largement? Une question qui laisse songeur. Merci pour cet éclairage sur la vision d'Ambelin. Avec plaisir. C'est un sujet qui pousse à s'interroger, c'est sûr.